Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Séries et compagnie qui vous emmène de l'autre côté des écrans en quête d'audace et d'inventivité. Et dans ce domaine, HBO a fait merveille depuis sa création en 1972. Madame et Série revient sur la saga de la chaîne qui a révolutionné la télévision. Son cinéma emprunte souvent plusieurs voix, VOIES ou VOIX. Pour son nouveau long métrage Orpheline, Arnaud Despalières a fait appel à plusieurs comédiennes pour incarner le même personnage, dont Adèle Haenel et Adèle Exarchopoulos. C'est la leçon de mise en scène de la semaine. C'est un véritable caméléon qui a œuvré comme directeur photo pour des cinéastes aussi divers que Michael Haneke, Woody Allen, David Fincher ou encore James Gray. Darius Khondji nous raconte quel film on nourrit son imaginaire dans l'extra interview. À force de vanter sa beauté et ses courbes affolantes, on en oublierait presque que Scarlett Johansson est une bonne actrice, mais une actrice de plus en plus badass. Souvenez-vous de Black Widow, la veuve noire dans Avengers, mais aussi de la Lucie de Luc Besson. La voici qui prête ses traits au mythique Major, le personnage culte du non moins culte manga Ghost in the Shell. À 32 ans, elle a l'aura des stars d'antan et la modernité d'aujourd'hui. Cheveux courts et look savamment punk, Scarlett Johansson défend jusque dans son apparence une féminité guerrière. À l'écran, elle multiplie les rôles de combattante surhumaine. Son dernier défi, incarner le Major, héroïne cybernétique du célèbre manga Ghost in the Shell de Masamune Shirow. You were dying. We saved you. And now you save others. Everything they told you was a lie. You had a family. Dear Scarlett, Ghost in the Shell is such a cult story and the Major such an iconic character. How did you get into her skin? The anime is so unique and well done and beautifully directed that, you know, replace it with like a live action version didn't really feel like, you know, there was nothing kind of interesting to do there. But it's kind of haunted me and I was thinking about it a lot and I started to become really interested in this inner life that I could build for this character. You know, the character in the anime is quite introspective and kind of cold. And, you know, it was just a unique challenge. Everyone around me, they feel connected to something. Connected to something I'm not. What are you? Do you feel you can express yourself and that your art is the same, whereas you are in a small independent movie or in a movie like this, which is a lot about special effects and CGI? Yeah, I mean, the special effects and CGI are not my department. So my job is always, you know, to give a natural, true, instinctive performance that feels, you know, like something I can stand behind. And, you know, the environment that I'm working in it often has very little to do with that, whether it's the budget or the special effects. It doesn't have so much of an effect, I think, on me. So, you know, whether it's something I'm imagining is there that isn't there, or whether I'm imagining an experience that I'm not having, it's all, yeah, part of the job, I guess. Ready? And 3, 2, 1, go! You seem to have kind of an obsession for the same themes, like what it is to be real or not, to be human or not. You were a clone in the island, you were the voice of a computer in Her, you were an alien in Under the Skin. Is that a total coincidence, or is that because maybe as an actress you would fear not to be human or not to be drawn to reality? I think those characters are all very grounded in reality. I appreciate not having, like, perhaps the conventional confines of just the human experience so that I can kind of get to the essence of what the human experience is. That's been interesting to me. But I've probably exhausted this genre. Now I can move on and, you know, play a regular person, you know, a regular flawed person. This is Major. I'm on site. Accessing hotel security network. Hallway, 6 men. Shots fired.
I'm going in. What about the taste you have for these characters who are powerful women, often with amazing abilities, from Lucy to the Major and even Black Widow? Is that just because of the fun of the action, or is that your way to pay tribute to the power and to the courage of women? I think it's more a choice I make as, the past decade I've been kind of interested in just stretching myself as far as possible, being able to explore every aspect of my kind of emotional state as an artist. And, these characters in this genre often provides like kind of limitless boundaries. And so I feel like, it's just more than making a statement about, a strong female character. Of course, that's always going to be something. And, of course, I think as an actor, I always, with every part that I do and every experience I have, I learned something, new about myself as an actor, how far I can push a certain boundary or, perhaps some part of myself I, didn't realize I was uncomfortable about or, some part of myself I discover. So it's an ever-changing picture for me. Who sent you? Along your career, how much did you have to deal with machismo and sexism in Hollywood? Do you see a real evolution in terms of the quality of the stories you are offered? Some years, you'll see that it'll be the Oscars or or whatever, any film festival, and there'll be tons of great female-driven films and performances, and the male category will be really thin, and then other years it'll be the male category that's really interesting and colorful, and the females like not so great. So I think it really it's just trendy. The industry is different than the product. Of course, there's probably a very long way to go still in the industry, like any industry. But I haven't found that it has really affected the roles that have been available to me necessarily. She was supposed to have a clean brain. I order you to terminate. They created me, but they cannot control me. I have a last request, dear Scarlett, is to let you have the last word of this interview. Mm-hmm. A word you like because of what it means, because of how it sounds. Oh, a word? Yeah. And I'm supposed to write it? Yeah, if you're okay with it. Oh, no. I don't know what to say. The last word? Oh, here's a good one. I don't even know if I'm spelling this right. Surrender, wow. Cette semaine, Madame et Série analyse les fondements de la chaîne qui nous a offert nos plus belles heures sérielles, de Six Feet Under au Soprano et à True Detective. Pour cela, nous avons consulté les journalistes Jean-Vic Chaput et Mathieu Rostac, deux des trois auteurs d'un ouvrage consacré à HBO qui a, comme le rappelle son titre, révolutionné les séries. Comment le petit diffuseur de sport et de documentaires a-t-il redessiné les contours de la télévision pour en faire un art majeur à la fin des années 90 ? Élément de réponse. À l'exception de Twin Peaks et de David Lynch, c'est les premiers à avoir dit « Ok, on va pas s'entourer de personnes qui ont fait de la télé, mais on va s'entourer de cinéastes passés, ou en tout cas de gens qui ont envie de faire du cinéma, ou alors en effet de metteurs en scène de théâtre, ou alors même d'écrivains parfois. Et ça donne quelque chose qui n'a jamais été vu à la télé par le passé. C'est une coloration extrêmement autoriste à la chaîne. Je pense à Deadwood, mais je peux aussi penser à Locke. C'est une série
pour laquelle ils sont carrément entourés de Michael Mann. Donc tu as David Milch, showrunner, et tu as Michael Mann, cinéaste. Michael Mann, il est connu dans le milieu du cinéma pour être la pire des personnes à manœuvrer. Ça donne une coloration hyper neuve quand tu penses à ces chevaux qui courent au ralenti. Il y a un rapport hyper charnel à la chose. Je sais pas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu énormément ça à la télé, quoi. Des ralentis évidemment, mais une symbiose avec un animal, quelque chose d'hyper. En même temps, c'est hyper noir, c'est hyper cynique, parce que ces animaux finissent évidemment pour la plupart par mourir du traitement qu'on leur administre. C'est une manière de faire qui est assez hallucinante dans un cadre serré qui est celui de la télé, et ça donne des séries qui, à l'instar de True Detective, peuvent ressembler à des longs films de 12 heures et qui par ailleurs, dans une autre sphère, peuvent être vus au cinéma. Les premières séries qui vont un peu marquer l'époque sur HBO vont être des coups de force, donc on pense Sopranos, Sex and the City, Oz, Six Feet Under un petit peu plus tard. En fait, ils attirent, comme showrunner sur la chaîne pour développer ces séries, ils attirent des gens qui ont été plus ou moins mis de côté par le cinéma, quoi. Toute une bande de scénaristes qui auraient bien tenté leur chance dans le monde du cinéma, qui ont une grosse cinéphilie. Enfin, je pense évidemment à David Chase des Sopranos, qui cite énormément l'influence de Coppola, du Parrain, de Martin Scorsese, de Roman Polanski, de pas mal de cinéma européen, mais qui n'ont jamais pu bénéficier à Hollywood des conditions qui leur permettrait de faire le grand scénario, de tourner le grand film un peu voilà, qui pourrait lancer leur carrière. Donc tous ces gens rappliquent vers HBO pour proposer des projets qui adoptent les codes de la télé, donc sont de la série, mais sont quand même tout à fait irrigués par tout le langage cinématographique. En tête de file de ces artisans de la télévision moderne, deux visionnaires pour deux séries qui ont posé les bases de ce qui fait encore aujourd'hui une série HBO, une œuvre audacieuse et novatrice guidée par la passion. Tom Fontana avec Oz et David Chase avec Les Sopranos, dont chacun apportait quelque chose de très différent et qui jusqu'à présent n'existait pas ou presque pas à la télévision. D'un côté, tu as Tom Fontana qui va arriver chez HBO avec Oz, avec une envie d'hyper-réalisme au point d'être hyper dérangeant, parce qu'à l'époque de Oz, au milieu des années 90, honnêtement, on avait rarement, voire jamais vu une telle cruauté, une telle crudité par ailleurs, à la fois du scénario et par ailleurs de la mise en scène à la télévision. Bon, d'un côté, tu as lui, et juste après, tu as Chase, qui lui, il apporte quelque chose d'encore nouveau, une autre couche, j'ai envie de te dire, dans le gâteau HBO. C'est que lui, il dit, bon, bah, les gars, jusqu'à présent, vous avez fait des choses super, mais vous avez fait des choses super dans un cadre télévisuel, même si vous avez essayé de casser les codes. Aujourd'hui, moi, j'arrive et je vous montre qu'en fait, il est possible à la télévision de s'autoriser des plages de séquences de musique hyper longues, des plages de divagation, des plages où on voit Tony le regard perdu dans le vague et ça dure hyper longtemps. Il y a de l'existentialisme là-dedans, il y a un côté hyper Antonioni, il y a un côté hyper Bergman en un sens. Ça, c'est ce qui a nourri Chase et c'est ce qu'il apporte en fait à la fois à HBO et à la fois à la télé avec Les Sopranos. Si Oz et Les Sopranos ont tant marqué les spectateurs, c'est qu'elles ont déployé des histoires denses, pleines d'empathie et de vérité. Elles sont l'expression d'une vision forte délivrée par les auteurs, parfois dans la douleur, dans les fameuses writers' rooms, les salles d'écriture. L'ambiance était vraiment pas à la rigolade du tout. Chase, c'est pas un type très rigolo, on peut le voir sur son visage. C'est pas quelqu'un qui est trop dans la collaboration. Donc disons que c'est là qu'il est très fort, c'est qu'il a réussi à s'entourer de scénaristes qui est à la fois une vision hyper forte. On voit Matthew Weiner qui ensuite a fait Mad Men, par exemple, entre autres, et qui en même temps était capable de se conformer à sa vision à lui. Donc déjà ça, c'est hyper fort. Ça veut dire qu'à mon avis, le gars est quand même d'un charisme énorme et sait être très convaincant. Et pour ce qui est de l'ambiance à proprement parler dans la Writers' Room, qui est un lieu assez fantasmé dans l'univers des séries télé et par les fans, parce qu'on se dit c'est là le petit laboratoire où tout se crée. En ce qui concerne Les Sopranos, tu as David Chase qui donne une couleur à la scène qu'il veut écrire. Et ensuite, tu as les scénaristes qui vont combler les trous, disons, entre un point A et un point B. C'était souvent une affaire de dialogue, parce que les grandes lignes étaient décidées par David Chase. Alan Ball, sur Six Feet Under, il laissait énormément de marge de manœuvre. Si tu prends Ed Burns et Simon sur The Wire,
c'était apparemment l'enfer aussi, quoi. Le bureau de David Simon était fermé la plupart du temps, tu ne pouvais pas aller le déranger. Il te donnait, pareil que Chase, un petit intervalle à combler avec ton savoir-faire d'exécutant, et tu devais te conformer à ça parce que lui savait très précisément où il voulait aller, et il était hors de question de changer de cap. De ces accouchements difficiles sont nées des séries complexes qui poussent depuis 2 décennies à la réflexion. Chacune d'entre elles apporte un regard nouveau sur le monde, faisant de HBO une sorte d'université de la vie. Au départ, Oz, ils n'imaginaient pas forcément, ces chants d'HBO, que ça allait attirer du public. C'est quand même trop c'est une série qui est trop violente, qui est complètement immorale et qui s'attaque à plein de problèmes politiques de l'Amérique passée et actuelle, sous couvert d'une fable sur la vie en prison. S'il y a un truc qu'HBO a amené, c'est de faire rentrer quand même un peu la littérature et le documentaire, enfin simplement des choses très 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 réalistes, et la politique et la société, et en fait le monde, quoi, dans la fiction, quoi. Il y a toujours quand même une espèce de grande histoire derrière, des rapports entre les classes dominantes, les classes dominées. En fait, moi, il n'y a pas beaucoup de séries d'HBO où j'y vois pas quand même une espèce de petite lecture du monde et de la société, de la politique, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment ce qui fait un peu le plus d'HBO par rapport à toutes les autres séries sur d'autres chaînes. De Westworld à The Leftovers ou Game of Thrones, HBO nous nourrit d'univers réalistes ou fantasmés, avec la même envie, celle de nous bousculer et de nous faire réfléchir. À suivre dans Ciné, Série et compagnie, le Screen Parfait ouvre ses portes à un drôle d'animal, Arnaud Despalières, le réalisateur entre autres d'Adieu, mais aussi de Michael Collas. Avec Mads Mikkelsen, n'a de cesse d'inventer de nouvelles propositions de cinéma, même si elles sont parfois très singulières. Orpheline, son nouveau long métrage, est le portrait à rebours d'une jeune femme incarnée presque au même âge par plusieurs comédiennes, dont les 2 plus célèbres Adèle du cinéma français, Adèle Exarchopoulos et Adèle Haenel. Dans la loi des séries, on vous dira tout sur la programmation du festival Sérimania. Et tout de suite, rencontre avec un très grand directeur photo, Darius Khondji, objet d'une rétrospective à la Cinémathèque, l'occasion d'un dialogue intime autour de son amour de l'image. Aujourd'hui, dans l'Extra Interview, nous rencontrons l'un des plus grands directeurs de la photographie au monde, dont les collaborations avec Jeunet, Fincher ou James Gray ont participé de la réussite des films. Cet homme, aussi discret que secret, c'est Darius Khondji. Son métier, dompter l'obscurité pour aider le spectateur à voir la lumière d'un monde ou d'une histoire. Mais quelles sont les images qui dansent au fond de la rétine de ce sorcier ? Bonjour Darius Khondji. Bonjour Stéphane. J'ai forcément le sourire. Vous nous faites l'amitié de nous recevoir chez vous. Vous êtes iranien, né à Téhéran. Vous quittez votre pays à l'âge de 3 ans. Dans quelles circonstances s'est fait votre premier contact avec le grand écran comme spectateur ? D'abord, je suis français, je suis moitié français, moitié iranien. Ma mère était française et mon père était iranien. Et j'ai grandi toute ma vie en France et je ne parle pas iranien. Je suis venu au cinéma par les films d'horreur, par les films de vampires, les histoires fantastiques, et par King Kong, ma première version de King Kong, que j'ai pas pu voir quand j'étais enfant, et qu'on m'a pas laissé voir, et donc ça m'a énormément frustré. Avant l'âge de 6 ans, Darius, pas de contact avec le grand écran ? Alors, avant l'âge de 6 ans, les contacts avec le grand écran, c'est des grands cartons remplis de photos de cinéma, de photos de tournage, des photos de cinéma, comme on des photos des distributeurs pour montrer les films dans les salles de cinéma. Les photos d'exploitation. Les photos d'exploitation. On appelait ça comme ça. Mon père était exploitant. Il avait acheté 2 grands cinémas. Il avait 2 grands cinémas à lui à Téhéran. Et il venait en Europe, il venait en France, en Italie. Et il achetait des films et les projetait dans ses cinémas. Et quels films ont projeté dans les années 50, dans les films néo-réalistes. Donc beaucoup le cinéma italien. Beaucoup de cinéma italien. Pas spécialement du cinéma d'art, du cinéma, mais des films commerciaux. On les projetait en version originale, sous-titrée en iranien. Mes premiers souvenirs de tout petit enfant, c'est à sortir ces photos de ces cartons et regarder complètement fasciné, des photos, je me souviens, brillantes. Les visages des actrices me semblaient complètement incroyables. Vous avez une sœur aînée et un frère aîné. Une sœur artiste qui est peintre, qui s'appelle Christine. Très tôt, elle m'a emmené à la Cinémathèque. Elle m'a emmené voir Johnny Guitar.
Dans une salle complète à craquer, on était même assis par terre, je crois. Et dès le début de Johnny Guitar, tout le monde s'est mis à chanter la chanson de Johnny Guitar, connaissait les paroles par cœur. Play the guitar, play it again, my Johnny. Et moi, je sais pas quel âge j'avais peut-être 13-14 ans, comme ça. Et là, je me suis senti dans une atmosphère, je me suis dit, c'est vraiment ça que je voulais faire. C'est ça que je veux faire depuis 2-3 ans, je faisais des petits films en 8 mm. Mais là, c'était comme tout d'un coup une révélation, quelque chose qui était... c'est vraiment ça, c'était ma famille. J'étais dans ma famille, c'est une grande famille. On revient 2 secondes, parce que ça n'est pas commun que cette éducation de cinéma, elle se fasse avec le cinéma d'horreur. Ouais. Pour certains psychologues, le cinéma d'horreur, c'est une vidange émotionnelle qui assure un apaisement. Est-ce que le cinéma... C'est très, très bien, ça. Ça me paraît très bien pour moi, en tout cas. Est-ce que le cinéma peut avoir ses effets antalgiques et vous calmer des contrariétés du monde? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, c'est toujours... c'est le cas, mais malheureusement, c'est pas en salle. Par exemple, c'est le cas, je regarde par exemple les films de Jean Rouch. J'aime énormément les films de Jean Rouch. Et je sais que c'est antalgique pour moi. Quand on parlait d'antalgie, je sais que c'est quelque chose qui est un réconfort pour moi. Voir certains films muets ou des films de Pabst, par exemple, ou des films de Max Ophuls. Ça, c'est vraiment des films que j'emmène avec moi, que je regarde. Pour Woody Allen, avec lequel vous collaborez, il aime dire que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle ressemble à un film. Est-ce qu'il y a un film dans lequel vous auriez aimé projeter une partie de votre vie? J'aurais aimé dans le film de Woody Allen, c'est The Purple Rose of Cairo. J'adore ce film. La rose pourpre du Caire. Ouais. C'est vraiment le fait de passer de l'écran à la réalité. C'est quelque chose qui est tellement magique et tellement beau. J'aime beaucoup le passage d'un état à un autre, le passage d'une époque à une autre, le passage du miroir, de rentrer dans la réalité, de repartir dans le miroir. Il y a des choses c'est des choses qui me touchent énormément. Ou la science-fiction, je suis dans un état très particulier quand je pense à un scénario de science-fiction ou un film de science-fiction. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Puisque vous faites de nos vies un rêve et que ces rêves deviennent de la réalité, je voudrais, avant de finir, vous faire un cadeau d'un grand rêveur. Il s'appelle Bertrand Tavernier et c'est son documentaire « Voyage à travers le cinéma français ». Des cinéastes qui croient que le cinéma peut faire bouger un peu les choses, qui croient, comme me le disait Renoir, qu'il faut faire un film en se disant on va arriver à faire changer le cours de l'histoire et en même temps, il faut avoir l'humilité de penser que si on touche 2 personnes, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un très 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 gentil cadeau. Moi je rêve de rencontrer Bertrand Tavernier parce que je sais que c'est un cinéaste mais c'est aussi un cinéphile, un amoureux du cinéma. Et dans ce documentaire, il rend hommage à ses maîtres de 1930 à 1970. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est rempli d'anecdotes savoureuses. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire, vraiment. On parle de Vigo, je vois qu'il y a Jean Vigo, qui est mon metteur en scène préféré, un de mes réalisateurs préférés. Et Ophuls, c'est Bresson. Et Renoir et Becker. C'est extraordinaire, merci, vraiment. Merci infiniment, Darius Khondji. Merci, Stéphane. Si vous êtes, comme nous, séduit par la personnalité et le talent de cet être rare, lisez avec gourmandise les pages que lui consacrent nos confrères de Positif et précipitez-vous à la Cinémathèque pour suivre la rétrospective qui lui est consacrée jusqu'au 7 avril et vous verrez, votre regard retrouvera de la lumière. Chaque année, en avril, le cœur des sériphiles s'emballe au festival Sérimania. L'an dernier, ils étaient 20 000 à passer des heures dans les salles du cinéma du Forum des Images, à Paris, pour dévorer des séries sur grand écran et écouter leurs créateurs parler de leur travail lors de masterclass mémorables. But you've all come to the right place. En attendant le coup d'envoi, le 13 avril prochain, nous vous donnons un aperçu de ce qui vous attend. L'ouverture du festival se fera avec le président du jury, Damon Lindelof, showrunner et scénariste de génie qui nous a rendus fous avec Lost avant de nous pousser à la remise en question avec la sublime The Leftovers. La série entamera sa 3e et ultime saison. You
You are the only man alive who could make it stop. I shot you in the chest. You got up, walked back into town. You drank poison, buried you, and you went to the other place. Alors que The Good Fight, spin-off politique et délicieux de The Good Wife, vient de commencer sur CBS, Juliana Margulies sera présente pour revenir sur ses 7 années passées dans la peau d'Alicia Florrick, et elle reviendra aussi sur la très culte Urgence. Des séries américaines, il y en aura à l'appel, à commencer par l'hallucinante Légion tirée de l'univers des X-Men. Look at me, I know what I am. What's that? Les très hype Search Party et Atlanta, l'immense Big Little Lies menée par Nicole Kidman et Reese Witherspoon, et I'm Dying Up Here, série sur le quotidien pas si drôle des comédiens de stand-up dans les années 70, signée Jim Carrey, qui sera présenté en avant-première. I used to do a lot of handyman work growing up, mostly because my dad was in the business of breaking shit. Comme d'habitude, Sérimania s'intéresse aux séries du monde entier. Adam Price, le créateur de Borgen, reviendra sur sa série danoise, tandis que de nombreux pays seront représentés par des petites pépites sélectionnées par le festival. No sé quién soy. Los médicos dicen que no recuerdas nada anterior al golpe. Nous en avons déjà repéré quelques-unes à surveiller, comme le polar espagnol C'est Quién eres, l'allemande Four Blocks qui nous plonge dans le milieu mafieux, ou encore l'australienne Seven Types of Ambiguity qui raconte les conséquences violentes de la disparition d'un enfant sur son entourage. Comme tous les ans, Sérimania est gratuit et les places sont à retirer au guichet du Forum des Images ou sur son site internet à partir du 6 avril. Et comme tous les ans, nous y serons. No, this is a great environment for you. Arnaud Despalières tient une place singulière dans le cinéma hexagonal entre essais documentaires et fiction exigeante. Celui qui est venu au cinéma grâce à son amour pour la littérature trace une voie à travers laquelle il cherche à faire partager aux spectateurs son émotion de faire un film. Avec Orpheline, son 5e long métrage, il nous propose le portrait d'une femme à 4 époques de sa vie, jouée par 4 actrices différentes. Une expérience sensible faite aux spectateurs à travers les corps des actrices. Il que des riches ici. Bonjour, Lev. Bonjour, Tara. Vous jouez? Non, Tu le connais d'où? une annonce sur un site. Bonjour Arnaud Despalières. Bonjour. Votre pari, c'est de choisir 4 actrices pour incarner une femme à 4 âges de la vie. C'est donc un film sur la mue. Qu'est-ce qui s'est métamorphosé dans votre travail de metteur en scène depuis votre premier film en 1997? J'avais des idées. Et j'avais envie de partager ces idées. Je crois que progressivement, ce à quoi je suis arrivé, c'est j'ai des émotions et j'ai envie de partager ces émotions. Et c'est une mue progressive sur plusieurs films. Je ne suis pas un homme d'image, pas plus que je serais un homme de son. Je suis un homme du rapport entre l'image et le son. Le raccord, les rapports, la relation, enfin le rapport avec le spectateur, c'est-à-dire quelle place on fait au spectateur. Il suffirait que tu me fasses un signe. C'est ça, délire. Tout le film est construit sur un principe de point de vue qui est le point de vue du personnage principal. Le film ne montre et ne dit que ce que le personnage principal voit et sait. T'es sérieuse? J'ai besoin de toi. Ça exclut par exemple de montrer les causes d'un événement. Ça veut dire qu'on n'a que les effets, comme dans la vie. Toute la proposition du film, c'est d'essayer de faire ressentir, faire vivre une expérience sensible au spectateur à travers les corps des actrices. Oui. Karine Rosinski? Vous êtes Karine Rosinski, madame? Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Pauline, ouvrez la porte. C'est quoi ce bordel? Allez, personne ne vous voit, doucement! Restez calme, monsieur. Baissez vos armes, putain! Attendez pas comme ça, monsieur. Madame, vous êtes Karine Rosinski? Baissez vos armes, s'il vous plaît, c'est dangereux. J'ai un mandat d'arrêt au nom de Karine Rosinski. C'est pas ici, vous vous trompez, c'est pas elle. Baissez votre arme, vous lui faites peur. On bouge plus. Est-ce que vous pouvez confirmer votre identité? Puisque nous sommes là pour apprendre à lire vos images, Arnaud, penchons-nous sur cet extrait dans lequel on remarque tout d'abord là l'encadrement des portes qui crée un surcadrage. Qu'est-ce qu'il souligne?
Je me suis donné deux grosses contraintes qu'on peut voir dans cette séquence. La première, c'est d'essayer toujours de me placer dans le regard et la perception du personnage féminin principal. La deuxième, parce que j'avais conscience de la multiplicité des univers que le film allait traverser, du fait qu'il existe 4 époques, il y a presque 4 films en un film. Le film de la petite fille, le film de l'adolescente, le film de la jeune fille et le film de la femme. J'ai senti qu'il y avait besoin que la mise en scène rassemble tous ces films en un seul et même geste, en une seule et même vision, qui était la vision donc du personnage. Et pour ça, je me suis inventé une contrainte qui a consisté à n'utiliser qu'un seul objectif. Quel objectif ? Alors, en cinémascope, qui est un format, encore une fois, très, très fort, très contraignant, très horizontal, qui est le plus large qui existe, c'est le 40 mm, qui est donc un début de longue focale, qui est un champ relativement réduit, mais qui est celui dont on a trouvé avec l'opérateur qu'il représentait le mieux le rapport habituel physique que nous avons aux objets que nous regardons. Voilà. C'est-à-dire que pour vous voir comme je vous vois là maintenant, eh ben, globalement, j'aurais eu besoin, pendant le tournage d'Orpheline, de mettre à peu près la caméra, même très exactement la caméra à la place où je suis. Vous voulez quoi ? Vous évitez les mauvaises rencontres, comme un père le ferait. Donc ça veut dire, par exemple, que je pouvais tout à fait, pour un échange dans une voiture, tranquillement mettre ma caméra à la place de l'acteur pour filmer l'autre dans un champ contre champ, qui fait que les acteurs qui étaient souvent sollicités pour jouer avec la caméra, puisque je leur demandais de regarder dans l'objectif, puisque je leur demandais que l'objectif soit le regard du personnage féminin principal, avait au moins la caméra à la bonne distance. Voilà. Ce qui fait du film un film qui contient extrêmement peu de plans larges, un film qui ne parvient pas à synthétiser, qui ne parvient pas à donner une vue d'ensemble, comme je crois qu'il est extrêmement difficile dans notre vie de nous extraire pour avoir de notre vie une vue d'ensemble. Si on en revient à cet extrait, moi il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que c'est filmé dans la pénombre. Mais la mise en scène, puisqu'on apprend à lire les images, elle raconte ce que le récit porte, sans le dire, mais en le filmant. Vous êtes Karine Rositsky, madame ? Il y a une part du secret qui va être révélée à l'issue de cette séquence. C'est pour ça que vous avez voulu jouer avec ce contraste d'une lumière très présente au fond, avec d'ailleurs un rapport de symétrie très forte derrière Jalil Lesper, très forte derrière l'intervention. Mais vous êtes bien meilleur que moi. C'est moi qui dois vous interroger sur ce que j'ai fait. Bravo, c'est très très bien. Non, vous avez raison, elle est au milieu d'une espèce de tube un peu obscur et derrière elle, elle a quelqu'un qui ignore la vérité et qui demande la vérité. Et devant elle, elle a des gens qui apportent la vérité objective de l'identité qu'elle a cachée. Et elle se tient entre les deux, douloureuse, tragique, parce qu'elle va être obligée d'avouer qu'elle avait menti à l'homme qu'elle aimait le plus. Tout se joue dans un couloir. Voilà, c'est une scène de conflit où on va balancer 6 ou 7 personnes à se bagarrer, intervenir, se déborder. On avait à peine la place de poser la caméra et je voulais que les corps soient obligés de se caramboler. Voilà. Ça, c'était ma première intuition. Donc plus l'espace était petit et en dur, qui n'est pas un espace de studio, on était vraiment dans un couloir de petits HLM qui étaient campés au milieu de cette école. Donc moi, j'avoue que je ne sais pas tourner en studio, je ne sais tourner que dans des décors réels, parce que les décors réels me contraignent à une écriture cinématographique. Plus je suis contraint, plus je suis obligé d'inventer, et plus je suis obligé de faire quelque chose avec ce qui existe. Et donc plus je suis obligé d'être sérieux dans ma manière de montrer ce qui existe. Trop de liberté, je trouve, dissout l'écriture. Je crois que c'est mieux de ne pas sortir en même temps. D'abord, je voulais quelque chose de relativement naturaliste dans l'ensemble du film et en même temps je voulais des accents très prononcés à chaque fois. Je dirais qu'il n'y a pas de zone grise dans le film, il y a soit de la lumière très vive, c'est un film dans lequel il y a un très fort contraste tout le temps, contraste de couleurs, contraste entre le noir et le blanc. Je pense que c'est un film qui est traversé par des questions morales tout le temps, c'est un film qui est traversé par des questions politiques tout le temps, donc est-ce qu'on est de l'ombre ou est-ce qu'on est de la lumière? Plusieurs opérations après le tournage ont consisté à augmenter le contraste, tout simplement.
chose. Arnaud Despalières, pourquoi filmez-vous? Pour partager. Depuis le début de cette émission, vous vous demandez forcément dans quel endroit étrange je me trouve. Eh bien tout simplement au Muséum d'Histoire Naturelle, au cœur de l'exposition Espèces d'ours. Histoire de tout savoir sur ces animaux impressionnants, de leurs origines à leurs habitudes, en passant par les mythes qu'ils ont suscités. Vous pourrez même écouter leurs battements de cœur et retomber en enfance devant leurs multiples représentations à l'écran de Baloo à Paddington. Dans la série L'homme est un loup pour l'homme, ne manquez pas le nouveau comic The Walking Dead, Les Chuchoteurs, mais aussi un roman. The Walking Dead cherche et tue à dévorer sans aucune modération. On se quitte avec une très belle pépite, Félicité du franco-sénégalais Alain Gomis, récompensé notamment par un ours d'argent à Berlin. Le parcours du combattant d'une chanteuse de bar de Kinshasa pour faire soigner son fils, victime d'un accident de moto. Un portrait de femme incroyable, tout en sein et en obstination, dont l'impassibilité va s'effriter au cours d'une longue errance dans une ville violente et frénétique où il reste peut-être une place pour l'amour. Je vous laisse profiter. Salut. Soko futi bisa tusali operation. Omibeta kitolo yomosi ya tembe lelo suki tembe sili. Kamadamona, koya Yesu sude. Kama wewe yake kwa